Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était un océan en pleine tempête, avec des vagues d'inquiétude déferlant sans cesse, vous empêchant de respirer? Cette sensation qu'il y a toujours quelque chose en suspens, un danger imminent, ou une exigence intérieure qui ne vous laisse aucun repos, même lorsque votre corps est immobile. C'est l'anxiété moderne, un état d'alerte constant qui draine notre énergie et vole la joie du moment présent. Nous vivons dans une ère d'accélération, où la quiétude semble être un luxe inatteignable et le silence intérieur, un mythe. Mais si je vous disais que la clé pour éteindre ce moteur frénétique de l'esprit ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais dans la compréhension de la nature même de votre esprit? Il y a plus de 2500 ans, bien avant les notifications de smartphones et les délais de travail interminables, des sages dans les montagnes et les forêts d'Orient avaient déjà cartographié l'architecture de la souffrance humaine. Ils ont compris que la racine de notre angoisse ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la manière dont nous réagissons à celui-ci. Le zen n'est pas une religion au sens dogmatique, mais une psychologie profonde, un manuel pratique pour démonter les pièges que notre propre esprit crée. C'est une invitation à rentrer chez soi, vers votre vrai moi, qui réside sous des couches de peur et de projections futures. Dans cette série d'enseignements, nous n'allons pas offrir de solutions rapides ou de phrases toutes faites. Nous allons plonger aux racines de l'anxiété mentale à travers le prisme de la sagesse zen. Nous explorerons 10 chapitres conçus pour reconfigurer votre relation avec vos pensées et apaiser votre cœur. Si vous êtes fatigué de lutter contre votre propre esprit et que vous cherchez une paix durable, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer ce voyage transformateur, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En faisant cela, vous garantissez de ne manquer aucune des leçons cruciales que nous partagerons ici. Et si vous croyez que le monde a besoin de plus de calme et de sagesse, laissez votre j'aime dès maintenant. Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres personnes qui souffrent aussi en silence de l'anxiété. Ensemble, construisons une communauté de paix. Respirez profondément, expirez doucement, et ouvrez votre esprit au premier enseignement. Chapitre 1, l'esprit de singe et l'illusion du contrôle. Imaginez un arbre gigantesque dans la forêt. Maintenant, imaginez un singe agité sautant frénétiquement de branche en branche. Il ne s'arrête pas une seconde. Il attrape un fruit, prend une bouchée, le jette, saute vers une autre branche, crie, s'effraie de sa propre ombre et continue sa danse chaotique sans but apparent. Dans le bouddhisme zen, c'est la métaphore parfaite pour notre esprit non entraîné, est l'esprit de singe. C'est l'esprit qui oscille constamment entre le passé et le futur, se posant rarement dans le moment présent. Il s'accroche à un regret d'hier, puis saute vers une inquiétude catastrophique concernant demain, juge ce qui se passe maintenant comme insuffisant et retourne chercher quelque chose pour s'inquiéter. L'anxiété est le carburant de cet esprit de singe. Elle surgit d'une incapacité fondamentale à être là où nous sommes. Quand nous sommes anxieux, nous disons essentiellement un non à la réalité actuelle. Nous croyons que si nous pensons suffisamment à un problème futur, nous pourrons le contrôler ou l'éviter. Et c'est là que réside le premier grand paradoxe et la première grande leçon, la tentative de contrôler la vie est ce qui génère la majeure partie de notre manque de contrôle intérieur. La sagesse zen nous enseigne que la vie est intrinsèquement impermanente et fluide. Essayer de retenir le moment, ou essayer de façonner l'avenir exactement comme nous le voulons, c'est comme essayer de retenir l'eau avec les poings serrés, plus vous serrez, plus l'eau s'échappe. L'anxiété est cette tension de serrer les mains. C'est la résistance au flux naturel des choses. Nous créons des scénarios mentaux sur la façon dont notre vie devrait être, comment les gens devraient nous traiter, et comment nos projets devraient se dérouler. Quand la réalité dévie inévitablement de ces scénarios mentaux, nous paniquons. L'esprit de singe commence à crier, essayant désespérément de forcer la réalité à entrer dans notre boîte d'attente. La première étape pour apaiser le cœur n'est pas de lutter contre le singe, ce n'est pas d'essayer de l'attacher ou de le droguer. C'est simplement de l'observer. C'est développer la capacité de prendre du recul dans sa propre conscience et de voir les pensées telles qu'elles sont,
juste des pensées. Ce ne sont pas des faits. Ce ne sont pas des prémonitions. Ce sont juste des événements mentaux passagers, comme des nuages dans le ciel. L'anxiété gagne du pouvoir quand nous fusionnons avec ses pensées, quand nous croyons que la voix peureuse dans notre tête est qui nous sommes. Le zen nous invite à être le ciel, pas les nuages. Le ciel permet à des tempêtes terribles de le traverser, mais le ciel lui-même n'est jamais mouillé par la pluie ni brûlé par la foudre. Il reste vaste, ouvert et intact. Pour commencer à pratiquer cela, nous devons reconnaître l'illusion du contrôle. Demandez-vous, combien de choses pour lesquelles vous vous êtes inquiété l'année dernière se sont réellement passées comme vous l'aviez imaginé? Et même si cela s'est produit, votre inquiétude préalable a-t-elle aidé en quoi que ce soit ou a-t-elle simplement volé votre paix avant l'événement? La vérité dure, mais libératrice, est que nous avons très peu de contrôle sur les événements extérieurs. Nous ne contrôlons pas l'économie, le climat, le trafic, les maladies ou les actions des autres. La seule chose sur laquelle nous pouvons avoir un certain degré de maîtrise est notre réponse interne à ce qui nous arrive. Apaiser l'esprit de singe commence par l'acceptation radicale de l'incertitude. C'est faire la paix avec le fait que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, et que c'est très bien de ne pas savoir. C'est remplacer le besoin névrotique de certitude par la confiance en votre capacité à gérer quoi qu'il arrive, au moment où cela arrive. L'anxiété veut des garanties que la vie ne peut pas offrir. La voie zen est de lâcher l'exigence de garantie et d'embrasser l'aventure de l'inconnu. Tout au long de ce voyage de 10 chapitres, nous apprendrons des techniques spécifiques pour entraîner cette observation, mais la fondation est cette compréhension intellectuelle et émotionnelle. Votre esprit bavard n'est pas votre ennemi, il est juste un outil qui fonctionne en mode automatique, mu par la peur. Reconnaître l'esprit de singe est le moment où vous cessez d'être son otage et commencez à devenir son maître compatissant. C'est le début de la fin de la guerre contre vous-même. C'est le premier pas pour remplacer le bruit assourdissant de l'anxiété par le silence fertile de la présence. Chapitre 2, le pouvoir de juste s'asseoir et le retour au corps. Si dans le chapitre précédent nous avons identifié le singe agité qui habite notre esprit, nous devons maintenant apprendre où ce singe ne peut pas survivre. L'anxiété est une maladie du temps, elle vit exclusivement dans le passé que nous regrettons ou dans le futur que nous craignons. Elle se nourrit de « s'il et de « ça aurait dû être ». Cependant, il existe un endroit où le temps s'effondre et où l'anxiété perd son oxygène, le moment présent. Et la porte d'entrée la plus accessible vers le moment présent n'est pas un état mystique élevé, mais quelque chose de bien plus proche et tangible, votre propre corps physique. Le bouddhisme zen nous offre une pratique fondamentale, peut-être la plus importante de toutes, appelée zazen, souvent traduite simplement par s'asseoir. Mais la forme la plus pure de zazen s'appelle shikantaza, ce qui signifie juste s'asseoir. Cela semble ridiculement simple, peut-être même inutile pour un esprit moderne accro à la complexité et à la productivité. Juste s'asseoir? Comment cela va-t-il résoudre mes problèmes financiers, mes conflits relationnels et mon angoisse existentielle, doit se demander votre esprit de singe en ce moment. Le génie de juste s'asseoir réside précisément dans son inutilité apparente. Dans notre quotidien, tout ce que nous faisons a un but, un objectif, un point d'arrivée. Nous essayons toujours d'arriver quelque part ailleurs que là où nous sommes. Cette mentalité de recherche constante est le moteur de l'anxiété. Quand nous nous asseyons en shikantaza, nous abandonnons radicalement tout objectif. Nous ne nous asseyons pas pour devenir illuminés, nous ne nous asseyons pas pour devenir de meilleures personnes, et, paradoxalement, nous ne nous asseyons même pas pour nous calmer. Nous nous asseyons juste pour nous asseoir. C'est un acte de rébellion contre la tyrannie de la productivité et de l'amélioration de soi constante. Quand vous vous asseyez dans la quiétude, sans essayer de manipuler votre expérience, quelque chose de profond se produit. Vous êtes forcé de confronter ce qui est vraiment là. L'anxiété, qui était auparavant un bourdonnement diffus dans votre tête, commence à se localiser dans le corps.
Vous remarquez le serrement dans la poitrine, le nœud dans l'estomac, la tension dans la mâchoire ou les épaules. L'esprit anxieux essaie de fuir ces sensations en créant des histoires catastrophiques. La voie zen est de faire l'opposé, c'est plonger dans la sensation physique sans la narration mentale. Le corps est votre ancre dans la réalité. Alors que votre esprit peut voyager jusqu'en 2030 en imaginant des désastres, votre pied gauche est toujours dans l'année actuelle, dans la seconde actuelle. Votre estomac est toujours dans le maintenant. Votre respiration ne se produit que dans le présent. En ramenant votre attention de manière répétée sur la sensation physique de l'air entrant et sortant des narines, ou sur la sensation du poids de votre corps contre la chaise ou le sol, vous revenez littéralement sur Terre. Au début de la pratique, l'esprit de singe va lutter férocement. Le silence semblera assourdissant et l'immobilité physique semblera insupportable. Vous ressentirez des démangeaisons, des douleurs fantômes et une envie irrésistible de vérifier votre téléphone. Ce n'est pas un signe que vous le faites mal, c'est un signe que ça marche. Vous voyez enfin l'agitation pour ce qu'elle est. L'entraînement consiste à dire doucement, mais fermement, pas maintenant à l'impulsion de bouger et de ramener l'attention vers le corps. Il est crucial de comprendre que apaiser le cœur ne signifie pas l'anesthésier. En zazen, nous n'essayons pas d'expulser l'anxiété. Au contraire, nous l'invitons à s'asseoir avec nous. Nous lui offrons un siège d'honneur. Nous disons, je te vois, peur. Je sens où tu serres mon corps. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu as besoin, mais je ne vais pas bouger à cause de toi et je ne vais pas croire aux histoires que tu racontes. Quand vous arrêtez de lutter contre la sensation physique de l'anxiété et que vous l'observez simplement avec curiosité dans le corps, elle commence à perdre sa charge terrifiante. Elle cesse d'être un monstre dans le placard pour devenir juste une énergie intense, une combinaison de sensations physiques qui, comme toutes les sensations, finit par changer et se dissoudre. Le retour au corps et le retour à la santé mentale. Chapitre 3, le vide fertile et la danse de l'impermanence. L'une des plus grandes sources de souffrance humaine et, par conséquent, d'anxiété chronique, est notre résistance fondamentale à la nature de la réalité. Nous voulons désespérément que les bonnes choses durent pour toujours et que les mauvaises n'arrivent jamais ou finissent immédiatement. Nous voulons que nos relations soient éternellement passionnées, que nos corps restent jeunes, que nos comptes en banque soient toujours pleins et que nos proches ne partent jamais. En somme, nous voulons la permanence dans un univers où la seule loi constante est l'impermanence. L'enseignement zen sur l'impermanence, Anicca, n'est pas un rappel morbide que tout va finir. C'est une invitation à la liberté. L'anxiété est souvent la tentative futile de construire un barrage sur une rivière impétueuse. Nous dépensons une énergie immense à essayer de retenir l'eau, d'empêcher qu'elle coule, de peur que si nous la laissons aller, nous serons à sec. Mais la rivière de la vie est un flux constant. Essayer de retenir un moment, une émotion ou une situation est ce qui crée la tension insupportable que nous appelons anxiété. Imaginez que vous tenez une braise chaude avec force dans la main. Ça fait mal, ça brûle, et vous êtes désespéré et anxieux à cause de la douleur. Le maître zen arrive et dit doucement, ouvre simplement la main. Notre réaction initiale est la peur, mais si j'ouvre la main, je vais perdre la braise. Oui, vous allez perdre la braise qui vous brûle. L'attachement, c'est tenir la braise. L'anxiété et la peur de la lâcher, paradoxalement mélangées à la douleur de la tenir. Pour comprendre l'impermanence sans tomber dans le nihilisme ou le désespoir, nous devons comprendre un autre concept central et souvent mal interprété du zen, le vide, sunyata. En Occident, vide sonne comme quelque chose de négatif, une absence, un trou noir de manque de sens. Mais dans le zen, le vide est la matrice de toutes les possibilités. C'est un vide fertile. Pensez à une tasse. L'utilité de la tasse ne réside pas dans l'argile qui forme ses parois, mais dans l'espace vide à l'intérieur qui lui permet de recevoir du thé. Si la tasse était déjà pleine de ciment, elle serait inutile.
Notre esprit anxieux est comme une tasse pleine de ciment pleine d'opinions, de peurs, de jugements, de planifications excessives et de certitudes rigides sur la façon dont le monde devrait être. Il n'y a pas de place pour le nouveau, pas de place pour que la vie se produise, pas de place pour la surprise ou la joie spontanée. La pratique zen est le processus de vider la tasse. C'est apprendre à se reposer dans l'incertitude, à habiter l'espace du ne pas savoir. Quand nous acceptons profondément que tout est impermanent, que ce moment de douleur passera, tout comme ce moment de joie où nous commençons à développer une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la véritable équanimité. Ce n'est pas de la froideur ou de l'indifférence, mais une capacité profonde à tout ressentir intensément sans se noyer dans le sentiment, sachant qu'il est passager. L'anxiété prospère dans la rigidité. Elle veut geler le monde pour le rendre sûr. La sagesse zen nous apprend à danser avec le flux. Au lieu d'essayer désespérément de prédire et de contrôler la prochaine vague de l'océan, nous apprenons à surfer. Quand vous embrassez l'impermanence, vous réalisez que la sécurité que vous cherchez tant n'est pas dans la construction de murs indestructibles, mais dans le développement de l'habileté à nager dans n'importe quelle condition. En devenant intime avec l'idée que nous sommes nous-mêmes impermanents, que nos problèmes actuels ne sont pas éternels et que la structure même de la réalité est un changement continu, le poids de l'anxiété commence à diminuer. Nous arrêtons de mener une guerre que nous ne pouvons pas gagner, la guerre contre le temps et le changement, et nous commençons à participer à la danse de la vie avec plus de légèreté, de curiosité et, finalement, de paix. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage profond de restructuration interne. Les concepts que nous abordons ici sont simples à entendre, mais difficiles à vivre. Ils exigent de la pratique et des rappels constants. Si vous sentez que ces mots résonnent avec une vérité que votre âme savait déjà, mais avait oubliée, c'est le moment de confirmer votre engagement envers ce changement. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ne remettez pas à plus tard, l'esprit de singe essaiera de vous distraire. En vous abonnant, vous ancrez votre intention de chercher une vie plus légère. Et si ce contenu vous apporte un soulagement ou une nouvelle perspective, laissez votre j'aime. Cela nous aide à continuer de produire ce matériel et à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Continuons ensemble. Chapitre 4, la sainteté du quotidien et la fin de la hâte. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de ce qui se passe quand vous vous arrêtez et vous asseyez en silence. Mais la vie n'est pas faite uniquement de moments sur le coussin de méditation. La véritable épreuve du feu pour notre anxiété se produit le lundi matin, dans les embouteillages, devant la pile de vaisselle sale, dans les réunions interminables et les demandes incessantes de la routine. Il est très facile de ressentir une certaine paix quand tout est calme, mais comment emmener cette sérénité dans le chaos du quotidien? Beaucoup d'entre nous vivent une vie divisée. Nous avons les moments que nous considérons comme sacrés ou importants, les vacances, le temps de loisir, la pratique spirituelle, et nous avons le reste du temps, que nous considérons comme un mal nécessaire, une série de tâches ennuyeuses que nous devons expédier le plus vite possible pour arriver au bon moment. Cette division est une usine à anxiété. Quand vous faites la vaisselle, mais que votre esprit pense au film que vous allez voir après, vous créez une friction interne. Vous ne voulez pas être où vous êtes. Vous résistez au moment présent. Et, comme nous l'avons déjà vu, résistance égale souffrance. Le bouddhisme zen offre une approche radicale pour cela, appelée Samu, ou la pratique du travail. Dans les monastères zen, balayer le sol, couper des légumes ou nettoyer les toilettes ne sont pas des tâches mineures déléguées aux novices pendant que les maîtres méditent. Ces activités sont la méditation. La prémisse est simple, mais transformatrice, il n'existe pas de tâche banale. Tout est sacré si c'est fait avec une présence totale. L'anxiété moderne est alimentée par le mythe du multitâche et par la glorification de la hâte. Nous courons d'une chose à l'autre, toujours avec l'esprit sur la prochaine étape, jamais sur l'étape actuelle. Nous vivons dans un état de préoccupation chronique. La sagesse zen nous dit,
Quand vous marchez, marchez simplement. Quand vous mangez, mangez simplement. Quand vous répondez à un email, répondez simplement à l'email. Cela semble trivial, mais essayez de le faire. La prochaine fois que vous laverez une tasse de café, n'en faites pas seulement un moyen pour une fin. Apportez toute votre conscience à l'acte. Sentez la température de l'eau sur vos mains. Sentez la texture de l'éponge, l'odeur du savon, le poids de la céramique. Observez le mouvement de vos mains. Si votre esprit s'échappe vers l'inquiétude de la facture d'électricité, ramenez-le doucement vers la tasse. À ce moment-là, la tasse est la chose la plus importante de l'univers. En faisant cela, vous découvrez quelque chose de surprenant, l'anxiété ne peut pas survivre quand vous êtes concentré à 100% sur une action physique simple dans le présent. L'anxiété a besoin du temps psychologique passé ou futur pour exister. En ancrant votre attention dans l'action immédiate, vous coupez l'apport en oxygène de l'inquiétude. De plus, cette pratique rend sa richesse à votre vie. Nous passons des décennies en pilote automatique, transformant notre existence en un flou grisâtre en attendant un futur meilleur. La pratique zen nous invite à nous réveiller à la vie qui se déroule maintenant. En ralentissant et en apportant de la révérence aux petites choses, la vie quotidienne cesse d'être un fardeau et devient le chemin lui-même. Le remède à l'anxiété n'est pas d'échapper à votre routine, mais d'y plonger si profondément que vous traversez la surface de l'ennui et de la hâte pour trouver la paix qui réside au centre de l'action consciente. Chapitre 5, le poison de la comparaison et la prison du petit moi. Nous vivons à l'ère des vitrines. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité nous n'avons été aussi bombardés d'images du supposé bonheur, succès, beauté et richesse d'autrui. L'anxiété sociale, le sentiment d'inadéquation et la peur chronique d'être laissé pour compte sont devenus des épidémies. Nous regardons la vie éditée des autres et la comparons aux coulisses désordonnées de notre propre réalité. Le résultat est une corrosion constante de notre paix intérieure. Le bouddhisme zen diagnostique cette maladie comme un problème fondamental d'identité. La racine de cette anxiété comparative est l'attachement à ce que nous appelons le petit moi ou l'ego. L'ego est cette construction mentale qui dit « je suis ceci, je ne suis pas cela, j'ai ceci, j'ai besoin de cela pour être heureux ». Ce petit moi se sent intrinsèquement séparé du reste du monde. Et parce qu'il se sent séparé, il se sent fragile, incomplet et menacé. Pour essayer de se sentir en sécurité et valorisé, l'ego entre dans le jeu de la comparaison. Il a besoin d'être plus intelligent, plus riche, plus attirant ou plus spirituel que les autres pour sentir qu'il a une valeur. C'est une course qui ne finit jamais, car il y aura toujours quelqu'un avec quelque chose de mieux. Cette quête incessante de validation externe est un moteur très puissant d'anxiété. Vous êtes toujours sur vos gardes, toujours en train de mesurer votre valeur par ce que vous possédez ou par ce que les autres pensent de vous, et non par ce que vous êtes essentiellement. La sagesse zen coupe la racine de cette souffrance avec l'enseignement de l'interconnexion, ou ce que le maître Thich Nhat Hanh appelait l'inter-être. L'idée que nous sommes des êtres isolés et indépendants est la plus grande de toutes les illusions. Pensez à une vague dans l'océan. Elle peut sembler séparée un instant, avoir une forme et une taille différentes des autres vagues. Elle peut regarder la vague d'un sans grave côté et penser, elle est plus grande que moi, je suis inadéquate. Mais la vérité fondamentale est que toutes les vagues ne sont que des manifestations temporaires du même océan. L'eau est la même. La substance est la même. Quand nous commençons à nous éveiller à cette réalité, la comparaison perd son sens. Votre joie ne diminue pas la mienne, en fait, si nous sommes interconnectés, votre joie est, à un certain niveau, la mienne aussi. Le succès de l'autre n'est pas une menace pour ma valeur. La pratique ici est de commencer à lâcher le besoin désespéré d'être quelqu'un de spécial. L'anxiété fleurit quand nous sommes obsédés par notre image de soi, par la défense de notre territoire mental. Le zen nous invite à relâcher cette défense. Essayez, pendant une journée,
de ne pas avoir d'opinion sur tout. Essayez de ne pas juger si vous réussissez bien ou mal par rapport aux autres. Essayez de remplacer la pensée « et qu'est-ce que je vais y gagner ?» par « qu'est-ce qui est nécessaire dans cette situation et comment puis-je aider ?» Quand vous déplacez le focus du « moi », le mien, pour moi et l'élargissez au « nous », une montagne de pression quitte vos épaules. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Vous découvrez que votre valeur ne réside pas dans ce que vous accumulez ou dans l'image que vous projetez, mais dans votre nature fondamentale, qui est aussi vaste et profonde que l'univers lui-même. La véritable confiance en soi ne vient pas du sentiment d'être supérieur aux autres, elle vient de la réalisation qu'à un niveau essentiel, il n'y a pas de comparaison à faire. Nous sommes tous des expressions uniques de la même vie. Et cela suffit. Chapitre 6, l'art de l'acceptation radicale est la deuxième flèche. Il existe un enseignement bouddhiste très ancien et incroyablement pratique qui jette une lumière directe sur pourquoi nous souffrons tant de l'anxiété. C'est la parabole des deux flèches. Le Bouddha disait que, dans la vie, être touché par une première flèche est inévitable. Cette flèche représente les événements douloureux qui font partie de l'existence humaine, la perte d'un emploi, la fin d'une relation, une maladie physique, ou même une pensée intrusive et effrayante qui surgit de nulle part. Personne, pas même le plus illuminé des maîtres, n'est immunisé contre cette première flèche. C'est la vie qui se produit. Ça fait mal. C'est inconfortable. Le problème, et la source de notre anxiété chronique, est ce que nous faisons immédiatement après avoir été touchés. Au lieu de soigner la blessure, nous nous tirons une deuxième flèche sur nous-mêmes. Cette deuxième flèche est notre réaction mentale et émotionnelle à la première. C'est le jugement, cela ne devrait pas arriver. C'est la culpabilité, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que je ressente ça? C'est la catastrophisation, cette douleur ne passera jamais et va ruiner ma vie pour toujours. La sagesse zen nous montre que l'anxiété n'est pas la première flèche, elle est presque toujours la deuxième. La première flèche est juste de la douleur ou de l'inconfort. La deuxième flèche est la souffrance proprement dite. La douleur est physique ou circonstancielle, la souffrance est optionnelle, car elle est créée par notre résistance à la réalité. Nous dépensons une quantité immense d'énergie vitale à nous battre avec ce qui est déjà là. C'est comme être sous la pluie et crier après les nuages parce que vous ne voulez pas être mouillé. Vous êtes déjà mouillé, le cri n'ajoute que de la frustration à l'expérience. Le remède ici est ce que nous appelons l'acceptation radicale. Il est crucial de ne pas confondre acceptation avec résignation ou passivité. Accepter ne signifie pas aimer ce qui se passe, ni que vous n'allez pas prendre de mesures pour changer la situation si vous le pouvez. L'acceptation radicale est simplement l'acte lucide et courageux de reconnaître que le moment présent est exactement comme il est. C'est arrêter de nier la réalité. C'est dire, ok, l'anxiété est là maintenant. Mon cœur bat la chamade. J'ai peur. C'est ce qui est vrai en ce moment. Quand vous arrêtez de lutter contre votre propre expérience, quelque chose de paradoxal se produit. La tension diminue. L'anxiété, qui se nourrissait de votre résistance, commence à perdre de la force. Vous découvrez que vous pouvez supporter l'inconfort de la première flèche si vous n'êtes pas occupé à vous poignarder avec la seconde. La pratique est de remarquer quand vous tirez la deuxième flèche. Remarquez le dialogue interne de non, non, non. Respirez profondément et changez ce non pour un oui doux à la réalité présente. Pas un oui, j'adore ça, mais un oui, c'est là. C'est dans cet espace d'acceptation, libre du drame mental additionnel, que la clarté nécessaire pour gérer la situation réelle peut enfin émerger. Nous sommes arrivés à la moitié de notre voyage. Nous avons déjà parcouru un long chemin, de la compréhension de l'esprit de singe à l'apprentissage de l'arrêt du tir de la deuxième flèche sur nous-mêmes. Ces enseignements ne sont pas juste des théories, ce sont des outils vivants qui, s'ils sont appliqués, ont le pouvoir de réécrire votre histoire avec l'anxiété.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre un engagement sérieux envers votre paix intérieure. Honorez cet engagement. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne et garantir l'accès à la seconde moitié de cette série transformatrice. Et si ces mots servent de baume à votre esprit agité, laissez votre j'aime. C'est un petit geste qui dit à l'univers et à nous que ce travail est précieux et doit continuer. Avançons, en approfondissant encore plus notre pratique. Chapitre 7, l'antidote de l'autocompassion et la fin de la guerre intérieure. L'anxiété est un état de contraction profonde. Quand nous sommes anxieux, notre monde rétrécit. Tout se résume au moi, ma peur, ma douleur, mon futur menacé, mon incapacité à gérer les choses. Nous devenons le centre d'un univers hostile. Et, souvent, à l'intérieur de cet univers contracté, habite un critique interne impitoyable. La voix de l'anxiété vient souvent accompagnée d'une voix d'auto-jugement, « Tu ne devrais pas ressentir ça, tu es faible, tout le monde arrive à gérer la vie, sauf toi. » Cette guerre intérieure est le carburant à haut indice d'octane de l'anxiété. Le bouddhisme zen, bien que connu pour sa discipline et sa rigueur, a en son cœur un profond courant de compassion, commençant par l'autocompassion, maîtrise. Si vous ne pouvez pas être gentil avec la personne la plus proche de vous ou vous-même, comment espérez-vous trouver la paix? Beaucoup d'entre nous nous traitons d'une manière dont nous ne traiterions jamais un ami cher, ou même un animal de compagnie. Si un ami venait vous voir tremblant de peur, angoissé par l'avenir, lui diriez-vous, « Arrête ça tout de suite, espèce de faible. Tu gâches tout. » Bien sûr que non. Vous offririez probablement une étreinte, une oreille attentive, un mot de réconfort. Pourtant, c'est exactement cette dureté que nous appliquons à nous-mêmes quand l'anxiété frappe à la porte. Nous croyons que nous avons besoin de nous fouetter pour rentrer dans le rang, mais l'agression interne ne génère que plus de peur et de tension. La pratique de l'autocompassion dans le contexte zen est l'antidote direct à cette contraction de l'ego. C'est apprendre à se relier à sa propre douleur non pas avec peur ou jugement, mais avec tendresse. Quand l'anxiété surgit, au lieu d'essayer de l'expulser avec colère, essayez de placer la main sur le cœur. Sentez la chaleur de votre main. Parlez-vous comme vous parleriez à un enfant effrayé, « Je sais que c'est difficile maintenant. Je suis là avec toi. C'est normal d'avoir peur. Nous allons traverser ça ensemble. » Cela peut sembler étrange ou sentimental au début, surtout si vous avez passé toute votre vie à vous motiver par l'autocritique. Mais la neuroscience moderne confirme ce que les anciens sages savaient, le système de menace de notre cerveau, qui déclenche l'anxiété, est apaisé par le système de soins et d'affiliation, qui est activé par la bonté et par le toucher doux, même le propre toucher. De plus, la compassion nous aide à briser l'illusion d'isolement que l'anxiété crée. Quand nous souffrons, nous pensons que nous sommes les seuls au monde à ressentir cela. La vérité est que l'anxiété, la peur et l'insécurité font partie intégrante de l'expérience humaine. En ce moment précis, des millions de personnes à travers le monde ressentent quelque chose de très similaire à ce que vous ressentez. Reconnaître cette humanité partagée dilue le poids de mon problème. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes humain. Apaiser le cœur exige que nous déposions les armes que nous pointons vers nous-mêmes. Cela exige que nous devenions notre propre refuge sûr, au lieu de notre propre bourreau. En cultivant une amitié inconditionnelle avec vous-même, y compris avec vos parties anxieuses et imparfaites, vous créez un environnement interne où la véritable guérison peut commencer à fleurir. La paix ne naît pas de la guerre gagnée contre soi-même, mais de l'étreinte donnée à tout ce que vous êtes. Chapitre 8, le piège du un-jour et la joie de la suffisance. L'une des formes les plus insidieuses que l'anxiété prend dans le monde moderne est la croyance profonde que la paix et le bonheur sont toujours à un pas de distance, situés dans un futur mythique appelé un jour. Un jour, quand j'aurai ce travail, quand je trouverai le partenaire idéal, quand je paierai l'hypothèque, quand mes enfants grandiront, quand je prendrai ma retraite, alors, enfin,
je pourrai me détendre et être heureux. Cette mentalité est une recette garantie pour l'anxiété perpétuelle. Elle nous maintient à courir après une ligne d'horizon qui bouge chaque fois que nous nous en approchons. Dès que nous atteignons un objectif, la satisfaction dure peu, et l'esprit de singe crée immédiatement un nouveau but, une nouvelle condition pour le bonheur, et la course recommence. Nous vivons dans un état de pénurie chronique, toujours concentré sur ce qui manque, sur le trou qui doit être comblé. Le bouddhisme zen confronte cette course effrénée avec le concept radical de contentement, ou la reconnaissance du suffisant. Ce n'est pas une invitation à la médiocrité ou au manque d'ambition. C'est un changement fondamental dans la direction de notre regard. Au lieu de regarder vers l'extérieur et vers le futur en quête de complétude, le zen nous invite à regarder vers l'intérieur et vers le présent. L'anxiété se nourrit du fossé entre où vous êtes et où vous pensez que vous devriez être. Le contentement comble ce fossé. C'est la pratique de regarder votre vie en ce moment précis avec toutes ses imperfections, ses désordres et ses défis et de réaliser que, d'une manière mystérieuse, c'est suffisant. Vous avez de l'air pour respirer. Vous avez un cœur qui bat. Vous avez la capacité d'être conscient. La société de consommation prospère en nous faisant sentir inadéquats, créant des besoins artificiels qui génèrent de l'anxiété jusqu'à être satisfait par un produit ou une conquête. La pratique zen est un acte de résistance contre cette hypnose collective. C'est cultiver une gratitude profonde non seulement pour les bonnes choses, mais pour l'expérience même d'être en vie. Quand vous arrêtez d'exiger que le moment présent soit différent de ce qu'il est pour être heureux, vous découvrez une joie qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Cette joie de la suffisance est un bouclier puissant contre l'anxiété qui naît de l'éternel vouloir plus. Chapitre 9, l'esprit du débutant et la libération du savoir rigide. Nous souffrons et devenons anxieux parce que nous pensons savoir. Nous pensons savoir ce qui va se passer demain, et nous sommes convaincus que ce sera mauvais. Nous pensons savoir ce que les autres pensent de nous, et nous sommes sûrs que c'est un jugement négatif. Nous pensons savoir qui nous sommes une personne anxieuse et nous nous emprisonnons dans cette identité limitée. Ce savoir rigide est une prison. C'est l'opposé de la vie, qui est fluide et surprenante. Dans le zen, on valorise immensément ce qu'on appelle Shoshin, ou l'esprit du débutant. Il y a un dicton célèbre qui dit, dans l'esprit du débutant, il existe beaucoup de possibilités, dans l'esprit de l'expert, il en existe peu. L'esprit anxieux est un expert en désastre. Il a étudié son passé douloureux et projette ses leçons de manière répétée sur le futur, fermant les portes à tout résultat différent. L'anxiété ne peut pas respirer dans l'atmosphère de l'esprit du débutant. Le débutant ne présume rien. Il est curieux, ouvert et disposé à être surpris. Imaginez aborder votre prochaine réunion de travail, votre prochaine rencontre sociale ou même votre prochaine crise d'anxiété avec la curiosité de quelqu'un qui n'a jamais vécu cela auparavant. Au lieu de dire voilà encore cette panique, je sais exactement à quel point ça va être horrible, l'esprit du débutant dit, intéressant, mon cœur bat vite, mes mains sont moites. Quelle est cette sensation ? Observons sans étiqueter immédiatement. En cultivant cette ouverture, nous brisons les modèles automatiques de réaction qui alimentent l'anxiété. Nous cessons d'être des voyants de catastrophes et devenons des explorateurs du moment présent. La vie retrouve sa couleur et sa fraîcheur, car nous arrêtons de la filtrer à travers les lentilles poussiéreuses de nos vieilles peurs. Se libérer du besoin de savoir ce qui va se passer est, paradoxalement, la seule véritable sécurité que nous pouvons trouver dans un monde incertain. Chapitre 10, le chemin continu, la pratique comme mode de vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette série d'enseignements, mais il est vital de comprendre que ce n'est pas la fin du voyage. S'il y a une dernière illusion que l'esprit de singe essaiera de vous vendre, c'est l'idée qu'il existe un point d'arrivée final, un état permanent de guérison où l'anxiété ne vous visitera plus jamais. Croire cela, c'est préparer le terrain pour la déception future. Le zen n'est pas une pilule magique qui élimine les défis de la vie.
C'est un entraînement continu pour naviguer à travers ces défis avec plus de grâce, de sagesse et moins de souffrance. Il y aura des jours où vous vous sentirez comme un maître zen, calme et centré. Et il y aura des jours où l'esprit de singe prendra le contrôle, où vous vous tirerez la deuxième flèche et oublierez tout ce que vous avez appris. Ce n'est pas un échec, cela fait partie du processus. Le point crucial n'est pas de ne plus jamais tomber dans l'anxiété, mais plutôt la rapidité et la gentillesse avec lesquelles vous vous relevez et retournez à la pratique. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit a divagué et que vous le ramenez à la respiration, vous renforcez le muscle de la pleine conscience. Chaque fois que vous choisissez l'autocompassion au lieu de l'autocritique, vous reconfigurez votre cerveau. Apaiser le cœur est un mode de vie, pas un projet avec une date de fin. Cela requiert de la discipline, mais une discipline douce, née de l'amour-propre et non de la rigidité. C'est l'engagement quotidien de s'asseoir, de respirer consciemment en faisant la vaisselle, d'embrasser son impermanence et de regarder le monde avec des yeux de débutant. Transformer ces enseignements en une réalité vécue exige de la constance. Il est facile de comprendre intellectuellement ces concepts, le défi est de les appliquer quand la chaleur de l'anxiété monte. C'est pour cela que la pratique régulière est si importante. N'attendez pas que la tempête arrive pour essayer de construire le bateau, construisez le bateau de la pratique tous les jours, dans les eaux calmes, pour qu'il soit prêt quand le temps changera. Conclusion, l'invitation à une vie éveillée. Tout au long de ces 10 chapitres, nous avons voyagé ensemble à travers les paysages de l'esprit humain, guidés par la boussole intemporelle de la sagesse zen. Nous avons vu comment notre propre esprit crée les tempêtes qui nous noient, et nous avons découvert qu'à l'intérieur de nous-mêmes résident les outils pour trouver le calme au centre de l'ouragan. Nous avons appris que nous n'avons pas besoin de lutter contre nos pensées, mais plutôt de les observer comme des nuages passagers. Nous avons découvert le refuge sur du corps dans le moment présent et la liberté qui vient en lâchant l'illusion du contrôle et en acceptant la danse de l'impermanence. Nous avons vu comment sacraliser le quotidien, comment désarmer le poison de la comparaison et comment arrêter de nous blesser avec la deuxième flèche du jugement. Et, peut-être le plus important, nous avons appris à nous envelopper dans le manteau curatif de l'autocompassion et à trouver la joie dans ce qui est déjà suffisant. L'anxiété, qui semblait auparavant un monstre terrible, se révèle maintenant comme un messager. Elle est un signal d'alerte que nous nous sommes déconnectés de la réalité du présent, que nous sommes prisonniers d'histoires mentales de peur et de manque. Au lieu de haïr le messager, nous pouvons apprendre à écouter son message et utiliser son énergie pour nous ramener à la maison, vers le maintenant, vers le corps, vers la respiration. Ce voyage d'éveil n'est pas pour les quelques élus qui vivent dans des montagnes lointaines. Il est pour vous, exactement là où vous êtes, avec la vie que vous avez. La paix que vous cherchez n'est pas là-bas, dans un futur idéalisé. Elle est disponible ici et maintenant, dans la simplicité d'une respiration consciente, dans l'ouverture d'une main qui lâche l'attachement, dans la gentillesse d'un regard sur soi-même. Le chemin est ouvert devant vous. Chaque moment est une nouvelle opportunité de pratiquer, de choisir la présence au lieu de la distraction, la compassion au lieu de la peur. Que ces enseignements soient comme des graines dans votre cœur. Arrosez-les avec votre attention et votre pratique quotidienne, et elles fleuriront sûrement en une vie de plus grande légèreté, de liberté et de paix profonde. Nous clôturons cette série ici, mais notre communauté continue de grandir et d'apprendre ensemble. Si ce voyage vous a touché, si vous avez senti que ces mots ont apporté un peu plus de lumière à vos jours, je vous lance une dernière invitation, abonnez-vous à la chaîne. En faisant cela, vous ne garantissez pas seulement votre accès à de futurs contenus qui nourrissent l'âme, mais vous rejoignez aussi des milliers d'autres personnes qui parcourent ce même chemin de quête intérieure. Et, s'il vous plaît, laissez votre j'aime sur cette vidéo. Ce simple clic est une manière puissante de dire que ce type de contenu est nécessaire dans le monde et aide à faire en sorte que ce message de paix arrive à ceux qui en ont le plus besoin maintenant. Merci pour votre présence, merci pour votre pratique. À la prochaine.